Salut Sébastien. Bonjour Guillaume. Bon, la pêche. Bonjour. Ouais, bonjour à tous. Ah ben, on a déjà qui était connecté avant même le lancement du live, dis donc. Ah ouais, bon. Bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous nous entendez? Salut Max. Bonjour Diane. Bonjour Gom Rasni. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous nous entendez dans les commentaires? Dites-nous. Bonjour Stéphane Katina. qui est déjà présent 10 minutes en avance. Ouais, je pense que Stéphane est un homme important de notre communauté, clairement. Toujours présent. Merci Stéphane à toi. C'est très cool. On pourrait changer un petit peu, parce qu'on demande souvent d'où vous venez. C'est pour ça notamment que Stéphane est déjà, vous a déjà mis sa localisation. On aimerait vous demander combien de live avez-vous participé? Voilà, alors Stéphane, je pense que vous êtes déjà à 6 ou 7. Combien de lives avez-vous déjà suivi avec nous? C'est intéressant parce qu'on ne suit pas forcément la reconduction de l'ensemble des personnes sur nos différents lives. Bon, parfait. Super. On va attendre tranquillement que tout le monde arrive. En attendant, comme d'habitude, dites-nous où vous êtes. Donc, on a Stéphane de Lyon. Et puis après, on va voir. Souvent, on a des personnes un peu partout dans le monde. Donc, c'est vraiment cool. Et Voilà, là, on a Aurore, 4 lives déjà. voilà. Merci Aurore. Premier live pour Oni, Marilyn. Quatrième pour Corentin. 6. Ah ouais. 4 dans deux replays. Je n'ai pas compté. Ah, Stéphane, il compte pas. Là, c'est intéressant parce qu'on se pose la question souvent de savoir combien de nouvelles personnes Ouais. sont présentes dans nos lives, parce que souvent, on réaborde certains points, certaines notions, et on a l'impression que maintenant tout le monde est parfaitement informé, formé sur ce que nous faisons. Et en fait, c'est vrai que il y a des personnes qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent pour la première fois. Ah, c'est top. Alors, il faut savoir qu'en fait, effectivement, les lives Max de Marseille, on a Nantes. Et effectivement, les lives sont souvent l'occasion pour nous d'élargir un peu la communauté sur différents sujets. On se rend compte que c'est un super outil pour faire connaissance directement. C'est quand même plus sympa que les posts, même bien chargés d'humour, un peu de contact humain, c'est top. Bonjour de Bordeaux, Léa. Bon, c'est top, on a un peu de monde de partout là. Très sympa. Ouais, Calvados. vous êtes nombreux ce matin. Non, c'est top. Allez, super. Paris, continue à nous mettre justement où vous êtes. On fera un petit check après. On va tout de suite démarrer, Seb, si ça te va, sur une question importante, très importante, Sébastien. Euh, c'est quoi le plus grand ennemi de la fonction achat? Et je vous invite à nous dire dans les commentaires, c'est quoi, selon vous, le plus grand ennemi des achats? Sébastien, pour toi, c'est quoi déjà? Est-ce que tu peux nous en donner quelques-uns qui te viendraient? Ah bah, clairement, c'est le manque de compétences. C'est le manque de compétences au sein de la fonction achat que l'on retrouve effectivement assez régulièrement, malheureusement. Mais c'est vraiment en train de changer aujourd'hui avec des équipes qui sont vraiment formées pour les achats. Euh, voilà. Alors, les prescripteurs, les compétences ne te conviennent pas. Sœur aussi. Ah, on Le va faire client interne, le client interne, le client, évidemment, le client interne. Donc, ça, c'est nos ennemis, hein, et il faut les éliminer. Non, je plaisante, bien sûr. Allez-y, le client interne. Ah, il y a bien quelqu'un qui nous l'a dit, hein. C'est bien oui, quelqu'un qui l'a dit. Allez, les clients internes. Allez, on va les mettre, on est entre nous, on s'en fout. C'est une blague, évidemment. Même l'absence si et des charges. le BE, le BE, le bureau d'études, c'est vrai qu'il est parfois sacrément pénible pour nous permettre de faire notre travail. Le manque de reconnaissance. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ouais, Voilà. c'est un vrai sujet. Tiens, Ensuite, le RP. le RP. L'absence de RP, j'aurais dit, mais ou le Ouais, RP. ou un ERP avec des données non fiables. Le ERP avec des données non fiables, tiens, les données non fiables. Ouais, alors ça, le RP non fiable, c'est à ça.
Le manque de soutien, ouais, on y revient, hein. Procédure inefficace. Il y a un drôle de bruit. Oui. Ok. Le RP non fiable. Tu me les lis, Sébastien, au final? C'est vrai que je... Le manque de temps, Ouais, le manque de problème temps. de priorité, là. Manque de temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Absence de stratégie. Oui, J'ai ça, pas vu problème de vision, la vision achat de l'entreprise. je vais le mettre alors du coup. Ouais. La multiplication des outils Ah, ça. par Max. Après, on nous parle aussi d'absence d'analyse des risques. Donc, Cécile, quand les chiffres ne sont pas bons, c'est de la faute des achats. Ouais, voilà. Après, les données non fiables, ça se recoupe un petit peu avec le RP. Données non fiables. C'est intéressant ce que tu as dit juste avant. Je ne sais pas comment le traduire, mais c'est vachement intéressant. J'ai une anecdote là-dessus où alors j'étais externe, je ne me suis pas fait attaquer directement, mais en fait on était en réunion de validation des indicateurs trimestriels. Et en fait, j'ai littéralement vu le commerce attaquer les achats en disant si on n'a pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires, c'est à cause des ruptures achats. Je ne sais pas si on peut, comment on peut tourner ça, mais dans ce que tu as dit juste avant, ça m'a Ça t'a marqué. fait penser à ça. Ah oui. Bah, ouais, bah, de toute façon, on est sur les parties prenantes. Mm. Hein, client interne, partie prenante. Qu'est-ce qu'on a? La notion d'urgence. Ouais, alors là, on nous parle de marge brute. La marge brute n'est pas bonne, c'est la faute des achats. Donc ça recoupe un petit peu Ouais, c'est ça. avec les différents commentaires. Le chiffre d'affaires n'est pas bon, marge brute, CA, pas bon, cause achat. Et ouais, on en a des ennemis, hein, dans notre fonction. La déresponsabilisation des autres parties prenantes. Collaboration. Donc C'est là, quoi évidemment, ça? les parties prenantes de l'entreprise, hein, visiblement, on a du mal avec les services transversaux Ah ouais, de ouais. l'entreprise qui touchent aux achats. C'est souvent un problème. C'est vrai que c'est souvent un problème. Oh, oui. Un point d'incompréhension de bataille interne, de guerre interne. Ouais. Alors, Aude nous dit, tiens, c'est intéressant, les réglementations et les normes. Ah ouais, intéressant. Est-ce que c'est un ennemi public numéro un, la réglementation, les normes? C'est un sujet qu'on a abordé dans le précédent live. On a dit, tu me dis quoi? Normes, réglementation. Ouais, alors là, ça va nous tomber sur le coin du museau, les normes et réglementations, là. Réglementation. Dans pas longtemps, en fonction des tailles d'entreprise, des activités, effectivement, tout ce qui est cadre législatif européen est vraiment en train de se solidifier et sa transposition française aussi. C'est vraiment un sujet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais voir dessus. Non centralisé, intéressant. Salut Alors, Nathalie, marge brute, sens de processus. Je ne sais pas si je l'ai mis. on a les blocages décisionnels d'appel d'offres. Ah oh là là. C'est un élément de Frédéric, ne pas pouvoir choisir le plus vertueux versus le moins cher. Donc en fait, c'est vraiment une mauvaise vision, effectivement, dans la fin de l'appel d'offres, où bah, effectivement certaines parties prenantes en interne vont pas forcément pousser du bon côté, effectivement, de la balance, ou vont tirer la balance sur le prix, sur la quantité, sur la disponibilité, plus que sur une vision globale. On en a. La résistance au changement, et ça c'est pas mal ça, la résistance au changement. Ça symbolise bien en fait toutes les problématiques que l'on peut avoir en interne dans l'entreprise. Ouais. Allez, on en a des commentaires. La non-compréhension des cycles d'achat en interne, processus complexe, résistance au changement. Ouais, je pense que là, celui-là, il est assez dingue. Résistance au changement. Et après, alors je ne sais pas si on peut parler d'ennemi numéro un, mais on peut finir avec l'absence de vision TCO. Ouais, ça y est, on l'a mis. Il y en a Ouais. beaucoup qui l'ont mis, ouais, c'est extrêmement important.
au-dessus. Vraiment le règlement MDR. Et je rebondirai dessus d'ailleurs. Rappelle-le-moi, Sébastien, sur cette vision TCO quand on sera sur la pyramide. Et ouais, ouais, ouais. Ouais, on a le périmètre achat non défini. Ouf. Ah ouais, ça. Périmètre achat non défini. Alors, il n'y en a pas un seul qui nous a mis quelque chose d'important. À votre avis, si tout le monde nous met des bâtons dans les roues, qu'on a des soucis à avoir de la vision TCO, euh, que les parties prenantes nous mettent, voilà, ça bloque, etc. Quand on essaie d'apporter justement des solutions, bah, typiquement TCO, TVO, RSE, client, utilisateur, à votre avis, pourquoi, qu'est-ce qui génère ça chez les parties prenantes? Quand un acheteur vient leur parler de ça, manque de soutien de la direction, légitimité, qu'est-ce qui peut générer ça à votre avis? Voilà, c'est ça. Exactement. Alors, euh, comment c'est noté, Sébastien? Attends, c'est l'acheteur lui-même qui n'a pas compris son rôle. C'est exactement. Eh ben, on a trouvé la bonne réponse. C'est l'acheteur lui-même, son plus grand ennemi. S'il ne maîtrise pas le cadre de sa fonction. Et donc, typiquement, l'acheteur lui-même qui ne maîtrise pas le cadre de sa fonction, quelle va être la conséquence? Est-ce que vous pouvez vous espérer qu'un acheteur qui ne maîtrise pas le cadre de sa fonction va réussir derrière à être compris par les parties prenantes? Il ne pourra pas. Si un acheteur qui ne maîtrise pas sa fonction, il ne va pas pouvoir être reconnu par les parties prenantes. Et tout ce qu'on a vu là, finalement, reconnaissance, manque de temps, absence de stratégie, manque de vision, blocage des prescripteurs, difficultés avec les fournisseurs, avec les clients internes, c'est un peu la même chose. Le BE, soutien de la direction, ça on ne l'a pas mis. Tu vois, soutien de la direction, c'est quand même vachement important. Ouais, mais c'est ce que nous dit Cécile à la fin, en interne, manque de connaissance de la fonction achat. Bah, effectivement, il y a la direction qui ne comprend pas forcément la fonction achat. Il y a les parties prenantes qui ne comprennent pas forcément la fonction achat. Et puis, bah, comme on vient de le voir, on a l'acheteur lui-même. L'acheteur lui-même, effectivement, qui ne maîtrise pas sa fonction. Et aujourd'hui, on le voit très régulièrement. Ouais. Et si vous Voilà. maîtrisez effectivement si vous maîtrisez l'acheteur qui ne maîtrise pas la fonction achat, va très difficilement pouvoir communiquer. Et l'acheteur est en permanence. Je crois que je vais y arriver ou pas? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je vais y arriver, mais j'ai bon espoir quand même. Ouais, Ouais, ouais. c'est bon. Ok, ben, effectivement, on en arrive à ça. Sébastien, tu veux dire un truc? Je sais plus. Mon fil. Perturbant Non, l'essai. mais on parlait de la maîtrise de la fonction achat par l'acheteur lui-même. Ouais. On le voit très régulièrement, effectivement. Alors, de moins en moins dans des grandes entreprises, mais dans les PME, dans le tissu PME, c'est très régulier. On a des acheteurs qui sont issus de la production, qui peuvent être issus de la compta, des fois, qui sont issus du commerce et qui ne maîtrisent pas en fait leur métier. Et ben, effectivement, un métier qui doit être en permanence en contact avec les différentes parties prenantes de l'entreprise, de la direction jusque des fois aux opérateurs sur ligne. Et effectivement, ça crée des conflits. Ouais. On y vient. L'ennemi numéro un de la fonction achat, c'est tout simplement l'absence de langage commun. Pour ceux qui sont acheteurs, là, parmi nous, et je crois qu'on est à peu près tous, acheteurs, supply chain, responsables RSE, etc. Quand on commence à parler achat responsable, en fait, il y a un souci de langage commun. C'est-à-dire qu'entre un acheteur dans une entreprise et un acheteur dans une autre, on va trouver des pratiques complètement différentes. C'est modélisé par la pyramide de maturité, les différents niveaux de maturité, mais on se rend compte aujourd'hui que dans les écoles achats, dans la bibliographie achat, aujourd'hui, la fonction achat, c'est une agglomération de connaissances et comment dire, d'outils, de bonnes pratiques, d'accord, auquel vient s'ajouter aujourd'hui une grosse dimension data management et RSE, hein, qu'on a présenté plusieurs fois sur les priorités des directions achats. Là, l'étude CNA Agile Bayer le fait remonter de manière assez forte. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec une fonction achat où il n'y a pas de cohésion dans les connaissances. En fonction qu'on sort de telle ou telle école, on ne va pas avoir les mêmes infos. Donc, deux acheteurs qui vont se rencontrer dans une boîte qui viennent de deux écoles différentes, ils vont avoir deux, trois briques en commun, mais sûrement pas un langage commun qui leur permette de fonctionner de manière extrêmement efficace.
Et donc, on va retrouver des pratiques très différentes, et je ne parle même pas des acheteurs qui ne sont pas formés, hein, qui sont très nombreux dans les entreprises. Et en fait, on va se retrouver avec des langages complètement différents qui va désorganiser en interne le service achat, même s'il est tout seul d'ailleurs, rendre difficile une vision de la fonction par les autres parties prenantes. Et la résultante de ça, c'est pas de langage commun, pas d'harmonisation de l'expertise, pas d'harmonisation des pratiques et une fonction achat qui est en difficulté. Et tout ce qu'on a vu juste là se résume à ça. D'accord? Des acheteurs qui maîtrisent un langage commun, qui parlent tous le même langage, qui intègrent cette dimension, notamment data management et RSE, vont être beaucoup plus forts. C'est finalement ce qu'on essaie de faire chez SWOT depuis maintenant 12 ans. Hein. On essaie d'agglomérer finalement toutes ces bases de connaissances, etc. On y a intégré le data management et la RSE et on a créé un langage commun. L'objectif de ce langage commun, c'est d'harmoniser l'expertise des acheteurs au plus haut niveau. D'accord? Je ne parle pas d'harmoniser l'expertise par le bas, vraiment par le haut. D'accord? Et donc d'harmoniser les pratiques dans les entreprises et donc d'aider la fonction achat à être beaucoup plus forte. Est-ce que ce que je viens de partager avec vous là est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui que finalement, dans les entreprises, il y a des très grandes variabilités de pratiques entre les acheteurs, finalement une certaine méconnaissance de c'est quoi concrètement le langage des achats, les étapes pour mettre en œuvre un service achat, pour le faire progresser? Et est-ce que vous comprenez à quel point ça peut être rendre difficile notre développement dans les entreprises et la vision que peuvent avoir les parties prenantes de la fonction achat? C'est exactement ça. Comment les parties prenantes peuvent arriver à comprendre les achats quand, en faisant l'interview de 5 à 6 acheteurs, on a 5 à 6 sons de cloche différents. Donc, certes, ouais. Nous, on le voit beaucoup, les personnes qui sortent de formation achat, Master 1, Master 2, on voit des gens qui ont des réflexes, qui ont quand même appris les réflexes de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et c'est ce qu'on appelle bride en fait de bloc de compétences. Par contre, être capable de dire les achats vont amener, commencent au point A, passent par le point B et finissent par le point C, avec un chemin très précis, ça, ils ont du mal effectivement à le communiquer. Donc, vous imaginez une direction qui ne connaît pas encore bien le métier des achats. On rappelle que le métier des achats est encore jeune. À chaque fois qu'il cherche à effectivement communiquer avec un acheteur, il a une explication, des fois un process et des visions différentes. Donc, c'est un peu compliqué. Et en plus, on l'a vu, les premiers acheteurs formés il y a maintenant 30 ans, on ne parlait pas du tout de RSE. Donc, on a des changements profonds, effectivement, d'approche et qui viennent en plus perturber les parties prenantes. Parce que ça y est, maintenant, les achats mettent le levier RSE comme des leviers potentiels d'amélioration économique. Alors là, les parties prenantes, elles n'y comprennent plus rien, surtout si on a encore des grosses différences et des lacunes entre les acheteurs, entre ceux qui comprennent l'impact de la RSE et comment la RSE va venir servir positivement le développement économique de l'entreprise et ceux qui ne comprennent pas. Ouais, tout à fait. Et on arrive sur la pyramide de maturité qui est… Ouais, qui résume ça. Donc là, on est dans une vision de la fonction achat des 60-70 dernières années. On va avoir une fonction achat qui a émergé vraiment pendant les 30 glorieuses après la Seconde Guerre mondiale, qui est montée en puissance. Et en 73, il y a eu le premier krach pétrolier qui a eu pour résultante d'avoir une raréfaction des matières premières, une hausse de l'intensité concurrentielle. Pour faire simple, avant, il suffisait de produire quelque chose pour le vendre. À partir des premières crises économiques, on s'est retrouvé dans des situations où en fait, il y avait plus d'offres que de demandes. Et donc, il a fallu être beaucoup plus compétitif pour se différencier. Un élément qui est marquant sur cette époque-là, donc 10 ans après le premier krach pétrolier, la première crise pétrolière, on a Peter Kraljic, on parlait des outils et qui sont utilisés largement par les achats, qui a évoqué donc dans l'Harvard Business Review, le fait que les achats devaient devenir des managers de la supply chain. Alors, c'est intéressant, l'outil et je dirais l'outil le plus connu dans la fonction achat qui est partagé dans toutes les écoles dit que les achats doivent être des managers de la supply chain. Pourtant, vous aurez remarqué qu'aujourd'hui, il y a deux fonctions séparées. Il y a une fonction achat et une fonction supply chain dans beaucoup d'entreprises. Et finalement,
pour faire court, on se rend compte qu'on a un peu raté le coche de par l'absence de ce langage commun. En fait, il y a une fonction qui s'est créée qui est la fonction supply chain, qui est en fait une vision TCO de la fonction achat, et on a un petit peu raté le coche. Nous, ce que l'on croit aujourd'hui, c'est qu'on a une nouvelle opportunité 40 ans plus tard. Avec l'arrivée du data management et de la RSE aux achats, on a une opportunité, c'est de transformer notre fonction en manager de la triple performance. Et donc, on a raté le coche de faire évoluer notre fonction achat en intégrant la supply chain, d'accord. Et là, on va aller vers le management de la triple performance qui va permettre à la fonction achat d'évoluer, de ne pas rester bloqué sur des niveaux 2 de maturité, 2, 3, donc typiquement approvisionnement, appel d'offres, vraiment les classiques des achats vraiment de base, pour aller vers la dimension TCO qui est bien finalement caractérisée par la supply chain et la gestion du risque supply chain. Et bien sûr, aujourd'hui, l'intégration de la RSE et du data management pour venir permettre aux acheteurs d'accompagner les organisations vers un modèle plus performant et durable, puisqu'il faut savoir que les achats, c'est entre 40 et 80% de l'impact du chiffre d'affaires des entreprises, et même chose pour l'impact RSE, donc 40 à 80%, parfois plus, de l'impact RSE des entreprises. Donc, on est vraiment en première ligne pour faire ça. Et on a une opportunité aujourd'hui de faire transiter notre fonction vers un modèle beaucoup plus clair. C'est quoi la fonction achat? C'est quoi le rôle de la fonction achat? Des outils beaucoup plus simples pour pouvoir finalement accompagner les organisations en interne, mais à un niveau individuel, finalement, ou même à un niveau collectif fonction achat, d'avoir le même langage, et au niveau individuel, finalement, de ne plus subir tous les ennemis qu'on a vus au début, mais finalement d'avoir une vision très claire et d'apporter une vision très claire aux directions de ce qu'on fait, aux parties prenantes de ce qu'on fait, avec des process très simples, et de pouvoir agir en transversalité, finalement, en orchestrant des projets interdisciplinaires qui vont nous permettre, en vision TCO, TVO, RSE, client utilisateur, d'aller générer des impacts positifs sur la performance économique, sociale, environnementale. Est-ce que ça vous parle, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment une évolution du métier de l'acheteur. Ouais. Et au-delà où vous parlez, ce qui pourrait être intéressant, c'est de savoir combien d'entre vous, allez, au moins une fois par an, au moins une fois tous les 2 ans, parlent du métier des achats à l'ensemble des prescripteurs et des parties de l'entreprise. Je pense que ça pourrait être intéressant. C'est vrai que même nous, on le fait assez peu. Ça nous arrive de le faire sur certaines missions consulting, d'expliquer c'est quoi les achats. Quand on a en face de nous des prescripteurs qui ne sont absolument pas acheteurs et qu'il n'y a pas du tout d'acheteurs dans l'entreprise, à part la direction. Mais ça peut être très intéressant, en tout cas, une fois par an, d'essayer de faire une réunion ou de participer à une réunion de bilan de l'entreprise pour expliquer, bon voilà, j'interviens, je vais vous expliquer c'est quoi mon métier, c'est quoi le rôle des achats dans l'entreprise, pour que vraiment la compréhension de ce métier, qui encore une fois est pas très claire pour les différentes parties prenantes de l'entreprise, en fait, leur expliquer. Ouais. On voit Marilyn qui me dit, moi, régulièrement. Ça, c'est top. Ouais. Et je ne suis pas sûr qu'on soit beaucoup à faire ça, à faire ce travail-là, de dire, OK, bon là, je vois qu'il y a une incompréhension sur le rôle des achats, à quel moment ils interviennent, en quoi ils ont besoin des parties prenantes de l'entreprise, et pouvoir faire une large communication à l'entreprise, je trouve que c'est une très, très bonne chose. Ouais. Après, ça n'est possible que si on crée ce langage commun. En réalité, plus on va maîtriser ce langage commun, plus finalement on va tous avoir la même approche vis-à-vis des directions, des parties prenantes. Et c'est comme ça qu'en 5 à 10 ans, finalement, on va vraiment impacter la vision qu'ont les services des achats, les directions, et qu'on va pouvoir de plus en plus être en capacité de déployer notre art. Et aujourd'hui, comme la dimension RSE data management sont incontournables d'un point de vue réglementaire, mais aussi d'un point de vue des attentes des directions, etc., eh ben, on a une vraie opportunité d'utiliser cette nouvelle ère. On a raté clairement le croisement de la supply chain. Et du coup, comme on était faible, il y a une nouvelle fonction qui s'est créée parce qu'on n'a pas su faire comprendre que c'était une évolution de notre métier, très clairement. Et donc là, on a cette opportunité d'aller chercher et de rebifurquer avec cette arrivée de la RSE et du data management. Les commentaires sont intéressants. On voit Cécile qui nous dit « J'ai l'impression que jamais nous faisons cette présentation ». Alizé qui nous dit « C'est la problématique ». Elle nous dit qu'elle prépare une présentation pour expliquer le rôle des achats.
C'est assez fondamental, hein, et assez basique pour le coup, mais je pense que ça peut avoir des impacts très, très positifs pour justement une meilleure intégration des achats. C'est typiquement le fameux problème que l'on a chez nos clients où on nous dit, de toute façon, moi je gère les emballages et tous les achats clés de l'entreprise sont gérés par les différentes parties internes. Et je n'arrive pas à leur faire comprendre en quoi je vais pouvoir justement apporter une réelle valeur ajoutée si je réintègre moi les achats. Bon, bah déjà, peut-être qu'en communiquant sur c'est quoi le rôle des achats à tout le monde en même temps, eh bien, on pourrait faire une petite différence. Et on touche à la dimension politique. On touche à la dimension politique de l'entreprise, des achats, qui est le sujet du jour. Là, on a fait une belle introduction vraiment pour rappeler l'ennemi numéro un, à quel point ça va être utile. Euh, et là, on va rentrer maintenant dans la vision des trois piliers qui vont vous permettre de générer des améliorations mesurables de la performance économique, sociale, environnementale en partant de la politique. Et on va aller en fil rouge sur un exemple qu'on utilise assez souvent parce qu'il permet de vraiment mettre en lumière les impacts économiques, sociaux, environnementaux, clients, utilisateurs, innovation, etc. Pour vraiment vous compreniez comment faire. Et c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce live. Évidemment, pour ceux qui participent à tous les lives, on va éviter de faire trop de redites, mais sachez que les lives sont disponibles sur YouTube. Vous avez notre chaîne YouTube et vous pouvez revoir les lives autant que vous voulez. Mais en gros, les trois piliers, on va avoir la pyramide. Donc, c'est la vision, c'est un petit peu ce qu'on est en train de dire là. C'est quoi le rôle de la fonction achat? En fait, la fonction achat d'aujourd'hui, elle est en haut de la pyramide en termes de maturité. On va être dans du management de la triple performance, dans de l'excellence organisationnelle. Et c'est ça le rôle de la fonction achat. Donc, la raison d'être de la fonction achat va être de contribuer à accompagner l'organisation vers un modèle plus durable et performant. C'est ça la fonction achat d'aujourd'hui. Et finalement, cette raison d'être, elle va être modélisée par la politique de l'entreprise. D'accord? Alors, une politique d'entreprise, en fait, dans nos ateliers, là, on en fait. En fait, c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, la vision politique, c'est souvent la même. Savoir que la politique, voilà, on veut conjuguer performance économique, impact RSE, on va avoir des dimensions peut-être plus poussées sur le social en fonction de notre activité, etc. Mais en fait, c'est toujours la même chose. Donc, ce qu'on fait en général, c'est qu'on récupère des politiques de différentes entreprises, on commence à modéliser des textes, on utilise pas mal l'IA pour information, pour remanager les textes, mieux les tourner, etc. On va utiliser des outils comme par exemple Canva, qui est justement l'outil que j'utilise pour la présentation. On a des modèles de politique. Et en fait, il faut savoir qu'en une après-midi, on peut modéliser une politique qui est quand même très crédible en conditions réelles pour une entreprise. Donc, la politique, c'est vraiment pas besoin d'être un très haut niveau de maturité pour le faire. C'est d'ailleurs bien pour ça que tout le monde le fait. Parce qu'en fait, c'est très simple à faire une politique achat. On prend la politique d'entreprise, on récupère les points d'engagement, etc., les piliers d'engagement, et derrière, hop, on va pouvoir formaliser une politique. La politique, en fait, c'est la vision. Elle est extrêmement importante parce qu'elle va être l'incarnation matérielle de la raison d'être et elle est censée fédérer les équipes autour d'un objectif commun. Le deuxième pilier, on va être là par contre sur quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus puissant en termes d'impact, c'est la définition d'une stratégie, autrement dit d'un plan d'action. On va rentrer rapidement dans le détail de ça. Et bien sûr, le troisième, c'est l'action. Donc là, c'est l'entonnoir de gestion de projet, qui est un processus qui vous permet tout simplement de transformer n'importe quelle catégorie achat en performance économique, sociale et environnementale. On va vous donner des exemples. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des attentes particulières pour ceux qui participent à tous les lives, des sujets que vous souhaitez aborder de manière spécifique. N'hésitez pas, on aura un petit peu de temps pour en parler. Ce qui est intéressant dans ces trois piliers, c'est qu'en fait, ils se suivent. Vous définissez le niveau de maturité de votre organisation achat, achat RSE. Vous définissez un plan d'action, vous agissez et vous consolidez les résultats, ce qui vous permet de voir l'évolution de votre maturité d'année en année. D'accord? Donc là, vous allez checker les résultats d'avancement de maturité, mettre à jour votre plan, continuer d'agir et progresser en maturité jusqu'à atteindre les plus hauts niveaux de maturité. Ça, c'est extrêmement important. La dimension d'amélioration continue est un sujet important. Dans les précédents lives, où on est rentré justement plus spécifiquement dans les aspects lean management, vous avez le chemin de l'acheteur complet sur plusieurs années qui vous permet de comprendre exactement comment agir et comment structurer, tout simplement. Ce qui est intéressant, Sébastien, par rapport à tout ça, c'est que on est dans, finalement, on reproduit des schémas universels et naturels. On est dans une dimension biomimétique. Est-ce que c'est un sujet qui te parle, toi, ça, Sébastien?
le biomimétisme. Oui, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On y vient naturellement. On n'est pas dans un contresens où on doit continuellement, effectivement, aller à contre-courant avec ce que naturellement on a envie de faire. Donc, Ouais. quand on présente les éléments tels que l'on voit ici, hein, par exemple, présenter la raison d'être, votre plan et vos actions, et bien effectivement, l'interlocuteur qui sera en face de vous ne va pas faire d'efforts pour comprendre effectivement votre discours. Et c'est là où ça va être efficace. Ouais. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que la recherche de la raison, tout le monde parle de raison d'être, d'RSE, etc., de donner du sens. En fait, il faut savoir que le cerveau humain, pour contribuer à un projet, il doit en être convaincu intrinsèquement. Et en fait, ce qui permet de faire ça, c'est d'apporter un why, hein. Start with why. Je vous invite à vous renseigner sur les travaux de Simon Sinek, notamment, hein, Start with why. En fait, le why qui convainc le cerveau des êtres humains, en fait, c'est la raison d'être de l'entreprise qui va être matérialisée par la politique. Donc, le rôle de la politique, c'est de fédérer autour d'une vision commune, des croyances, une cause, ce qu'on souhaite devenir, pourquoi on le fait, ce qui motive finalement tout ce qu'on fait. Et en fait, c'est le rôle de cette politique et de cette raison d'être, c'est de fédérer l'intégralité des parties prenantes autour d'une vision. Si on va plus loin, dans le sens où on va rentrer dans des projets très transversaux, pour éviter justement que les intérêts des services, entre les services soient cloisonnés, c'est d'avoir une politique commune en fait autour de cette triple performance économique, sociale, environnementale, parce que ça va derrière faciliter le déploiement de projets. Typiquement, aller réduire l'impact RSE va faire partie aussi des objectifs commerciaux, parce qu'on aura tous la même politique. Là où ça devient de plus en plus intéressant, c'est qu'en fait, un cerveau qui est convaincu et qui prend la décision de suivre un projet, eh bien, petit à petit, d'accord, il va aller vers le rationnel. Et donc, pourquoi je fais tout ça? Ma raison d'être, ma politique. Comment je vais faire? Eh bien, le plan d'action. Why, how, d'accord? Comment je vais faire? Donc là, c'est méthode, comment on va procéder, les actions qu'il faut mener pour y arriver, pour répondre, hein, à ce why, à cette politique. Donc, comment je vais faire pour répondre à cette politique? Et enfin, le quoi, le how, donc why, how, what. Et on va aller de plus en plus vers le néocortex, vers le rationnel, hein, qui va demander à ce que des actions tangibles viennent répondre au système reptilien et limbique, qui est responsable de l'émotionnel, d'accord, pour aller finalement amener des résultats mesurables. Donc, imaginez une politique qui va, et c'est ce qu'on va démontrer, hein, dans la suite du live, imaginez une politique qui dit nous souhaitons contribuer à un modèle plus performant et durable. Nous souhaitons être performants pour nos clients d'un point de vue économique, innover, etc., tout en réduisant nos impacts sur l'environnement et la société. Comment on va faire? Eh bien, on va travailler sur les sujets qui ont le plus d'impact dans notre activité pour essayer de réduire leurs impacts socio-environnementaux tout en améliorant la performance économique. Et dans l'action, eh bien, on va mener des projets qui vont concrètement optimiser, par exemple, baisser les coûts de X millions d'euros, qui vont baisser l'impact CO2 de X tonnes de CO2 et qui vont améliorer les conditions sociales sur toute la chaîne de valeur. Et donc, ces actions tangibles et mesurables vont venir répondre, d'accord, à la politique, à la raison d'être de manière concrète. Et c'est comme ça qu'on rentre dans une dimension, d'accord, durable, finalement, de la mise en œuvre d'une démarche de triple performance économique, sociale, environnementale, d'une démarche RSE aussi. Et on descend la rivière au lieu de la remonter. C'est Exactement. important. Et en fait, si vous réfléchissez à vos actions, vous êtes sûrement beaucoup à ne pas vraiment avoir travaillé le sujet politique, raison d'être de l'entreprise et des achats. Ouais, mais surtout, Beaucoup, vous êtes dans l'action, en fait. Vous êtes dans le numéro 3 là. Et en fait, quand on commence par le numéro 3, c'est comme remonter une rivière à l'envers. Et ouais, dans certaines entreprises, la rivière peut être plus ou moins grosse, avec plus ou moins de courant. ouais. Et effectivement, quand on essaie de remonter une entreprise où la maturité achat est très faible, bon, voilà, il y a beaucoup de courant. Là, ça va être compliqué, il va falloir s'employer en permanence. Et donc, nous, ce qu'on vous propose, c'est de travailler à l'envers, par rapport à ce que beaucoup de personnes ont l'habitude de faire, et de travailler là où vous allez avoir du succès, c'est-à-dire raison d'être, plan, action. Mais Ouais. la raison d'être, alors on a parlé de la politique, de la rédaction du document, mais la rédaction du document ne symbolise pas à elle seule la raison d'être. Il faut vraiment travailler ce sujet-là au niveau de la direction et des parties prenantes Mm. avant effectivement d'expliquer le plan stratégique que vous allez mettre en œuvre et certainement avant de parler action. Voilà, parce que sinon, vous allez toujours être dans l'action et face à vous, on va toujours vous dire, mais moi, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, c'est pas le moment.
Ouais. Il y aura toujours un problème pour aller dans l'action, surtout si les deux points précédents ne sont pas bien planifiés, bien établis, bien travaillés, hein. Mm. Alors évidemment, si vous avez une direction qui est prête à licencier n'importe quelle personne qui ne suit pas les achats, ça va peut-être bien se passer. Mais dans la réalité, c'est que les personnes vont faire le strict minimum. Mm. Ouais, Voilà. tout à fait. Un autre, Mais ouais. Un autre point intéressant pour reprendre ce que tu dis, Sébastien, c'est que en réalité, ce qu'on constate sur le terrain souvent, c'est qu'on va avoir des profils typés PME qui ont finalement assez peu de moyens et qui vont tout de suite dire, bon, il faut qu'on fasse de la RSE, et puis là, on va lancer des actions. Bon, ben, ce que je vous dis est vrai, hein, je l'ai vu, hein, c'était il y a 1 an ou 2. Action RSE numéro 35, toute l'équipe s'est réunie vendredi entre midi et 2 pour aller ramasser les détritus autour de l'usine. Vous voyez? Là, on est typiquement dans de l'action qui n'a aucun sens, dans le sens où l'entreprise pollue énormément dans son activité et elle va aller ramasser les détritus autour de l'usine qu'elle a probablement elle-même généré lors des pique-niques, etc., quoi. Et j'ai vraiment vu ça, quoi. Ou transformer les gobelets en plastique par des gobelets en carton. Vous voyez, on est sur des actions souvent à la marge parce qu'on sait pas, on n'a pas priorisé, on n'a pas défini le plan. L'élément principal, c'est ça, hein, c'est d'identifier sur quoi travailler, c'est ce qu'on voit juste en suivant. Un autre profil d'entreprise qu'on voit souvent, c'est le très grand groupe qui va faire appel à un cabinet de conseil, qui va se jeter dans tel ou tel label, tel ou tel, etc. Et va se faire accompagner par un cabinet de conseil qui va lui définir une belle raison d'être, éventuellement une belle politique, mais derrière, elle ne va pas du tout être partagée par l'ensemble des parties prenantes. Et donc, ça va avoir le même résultat, hein. Il va y avoir une belle politique, mais il ne va pas y avoir le comment. Et du coup, on va directement aller dans l'action et on va faire exactement la même chose, hein, que les PME. On va faire des actions à la marge parce qu'on ne sait pas comment faire et du coup, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est un vrai sujet. oui, après, on nous rétorque que souvent, j'ai pas les latitudes pour le faire. Ben, effectivement, il faut travailler avec sa hiérarchie pour le faire. Alors, quand on est dans un service achat, qu'on est simple acheteur et qu'au-dessus de nous, on a 3-4 managers achats, bah, ça va être plus compliqué, c'est Ouais, sûr. Mais petit à petit, vous allez être en mesure, effectivement, de pousser. En fait, il faut un succès. Même si vous êtes acheteur dans un groupe avec plein d'acheteurs hiérarchiques au-dessus de vous, faites un premier succès avec justement cette façon de travailler, hein, raison d'être, stratégie, action. mm, Et derrière, en fait, vous verrez que naturellement, vraiment naturellement, cette façon de travailler va remonter dans les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. tout à fait. La transversalité se fait derrière dans les projets, hein, parce que c'est dans l'action qu'on arrive à concrétiser tout ça. Et donc, l'action se matérialise par une capacité à agir de manière transversale, c'est-à-dire aller activer des leviers qui vont améliorer la productivité, réduire l'impact RSE, innover, mieux répondre aux attentes des clients, etc. Et ça ne se fait que par la transversalité. Et vous allez voir qu'il y a des outils qui permettent finalement de faciliter la transversalité, même quand les parties prenantes ne sont pas rompues à l'exercice, justement, et vont être un peu surprises par votre démarche quand vous arrivez en entreprise. C'est ça. Et même Ouais. si elles peuvent être bloquantes, parce qu'elles sont au-dessus de vous. J'accélère un peu. On ne revient pas sur la pyramide, mais on vous l'a mis dans la présentation. Vous pourrez télécharger à la fin de cette présentation. D'ailleurs, je vais mettre tout de suite le petit texte. Pour recevoir la présentation, vous nous envoyez un email. Je vous répondrai personnellement. Donc maintenant, on arrête d'envoyer les trucs en auto. Je vous réponds personnellement et je vous envoie les éléments que vous demandez. Donc, effectivement, la pyramide de maturité. Donc là, on va avoir les 5 niveaux, hein. Sans revenir dans le détail, ça va vous parler, mais en gros, on va avoir des entreprises qui sont vraiment dans du passage de commandes, rupture fréquente, une gestion vraiment au quotidien. Les niveaux au-dessus, on va être sur vraiment un service approvisionnement qui va se contenter de faire des négociations avec les fournisseurs et de planifier ses besoins. Et c'est à partir du niveau 3, on est sur la fonction achat au sens propre du terme. Ça veut dire qu'on met en place des appels d'offres systématiques sur nos principales familles d'achat. Et typiquement, sur les niveaux élevés du niveau 3, hein, en fait, ce n'est pas segmenté, hein. Vous pouvez être au niveau 2,5, 3,5, etc. Ben, on va commencer à activer les leviers commerciaux de type contrat pluriannuel, formule de révision de prix, massification, etc. Niveau 4, là, on va rentrer dans le data management, tableau de bord performant, levier technique TVO, RSE. Donc là, on va être vraiment sur capacité à se dire, attends, je ne vais pas baisser le prix de mon carton, je vais peut-être aller chercher à améliorer la productivité sur la ligne. Attends, je ne vais pas essayer de continuer à baisser les coûts alors que mon client et mon consommateur, il attend plus de valeur ajoutée, plus d'innovation parce qu'il va plus acheter le produit, on va développer le chiffre d'affaires.
on va être vraiment dans une réflexion très transversale. C'est ce niveau-là, hein, votre objectif principal, c'est d'être en capacité d'agir en transversalité. Et c'est typiquement là, on retrouve la dimension stratégique, hein, stratégie achat, qui est le comment je vais faire et le qu'est-ce que je vais faire. Et le cinquième niveau se résume de manière assez simple. C'est quand vous avez couvert les 20% des catégories qui font 80% de vos impacts économiques, sociaux, environnementaux et de votre risque. Et de l'autre côté, les actions, hein, alors c'est plutôt 50 à 60% des actions organisationnelles qui vont générer 80% de votre excellence organisationnelle. Quand vous aurez mené tous ces projets, vous atteindrez le cinquième niveau et vous rentrerez dans le lean management. Typiquement, des familles que vous avez travaillées 3 ans plus tôt, vous allez les retravailler. Vous allez vraiment rentrer dans le cycle d'amélioration continue. Ça, c'est un outil qu'on utilise, nous, hein, en consulting. Il faut savoir qu'à la base, soit on est un cabinet de conseil, hein, donc on a travaillé, Sébastien et moi, dans une 50aine d'entreprises pour créer tout ça. Donc, c'est vraiment des outils de consulting qui permettent à l'entreprise de se positionner. C'est super intéressant. D'ailleurs, ceux qui nous ont... J'ai une question, excuse-moi Guillaume. Cette semaine, on m'a dit, mais d'où sortent tous ces outils? Vous les avez trouvés dans quel livre? Est-ce que tu veux y répondre? Hein? C'est pas là. Hein. On m'a posé dans la semaine, on m'a dit, mais votre pyramide, là, ça sort d'où? Ça a été travaillé comment? Et je pense que c'est une réponse, une question, effectivement, que pas mal de personnes se posent. C'est quoi? Voilà, d'où ça sort? Ouais. Alors, on est déjà short en timing, mais bon, de toute façon, tout le monde a l'habitude. Des nouveaux, mais... Non, mais je vais répondre rapidement. Je plaisante là-dessus, mais on est toujours en retard, mais c'est... voilà. Mais en gros, quand j'ai terminé mes études en 2011, quand j'ai fondé SWOT, donc dans la foulée, j'avais 4 ans d'expérience aux achats. Et ce que j'avais constaté sur le terrain, c'est que les leviers de baisse de l'impact environnemental étaient les meilleurs leviers de baisse des coûts. Là où tout le monde pensait, et pense encore aujourd'hui, que faire de la RSE, ça augmente les coûts. Nous, j'ai constaté strictement l'inverse, et j'ai mené plusieurs projets dès le début de ma carrière qui l'ont démontré. Et donc, je regarde ça. Le data management était complètement inexistant alors qu'on cherchait tous à faire des tableaux de bord. On est passé tous notre temps sur Excel. J'ai pris toute la bibliographie achat, je sortais d'un master achat, etc. Je m'étais retrouvé dans ce qu'on a vu dans les premiers slides. Il y avait beaucoup d'ingrédients. Il n'y avait pas de recettes. Il y avait beaucoup d'ingrédients. Il n'y avait pas de langage commun. Et en fait, au fur et à mesure des missions qu'on a menées, Sébastien, qui m'a rejoint aussi dans l'histoire de SWOT et d'autres personnes, en fait, on a commencé à créer finalement des méthodologies de consulting qui sont devenues la méthode PES, hein, la méthode pour la performance économique, sociale, environnementale, et qui a donné notamment naissance à la pyramide. Alors, c'est drôle, parce que tout le monde l'utilise aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de monde l'utilise, et peu de monde pense que, enfin, savent, ça se dit ça, savent, oui, que oui. sachent, les sachants seront sachés, je ne sais plus, mais que c'est nous qui l'avons créé, ouais. Ça a été le premier pilier qui est sorti et aujourd'hui largement utilisé pour expliquer les niveaux de maturité des organisations achats. C'est ça. J'ai des personnes qui m'ont dit, j'ai cherché dans les vieux livres, mais je n'ai pas trouvé. Ouais, c'est clair. Bah, en fait, effectivement, c'est intéressant. Alors, on avance un petit peu. On va maintenant sur le deuxième pilier qui est le cube stratégique. Son rôle, il est très simple. Il va faire la passerelle entre la raison d'être, rappelez-vous ce qu'on a vu sur le cerveau et les différents piliers, et l'action. C'est lui qui est le comment je vais faire. Why, how, what. Pourquoi je fais les choses, ma raison d'être. Comment je vais faire les choses, mon plan d'action, ma stratégie, évidemment, l'action. Là, on va se focaliser sur l'angle au sein du portefeuille, puisque notre objectif, c'est de démontrer des résultats, d'accord, avec un fil conducteur. Et donc, on va prendre un fil conducteur d'une vraie entreprise dans laquelle on a mené tout ce fil conducteur et on va vous montrer des résultats très précis. Donc là, on va définir nos priorités d'action en partant d'un portefeuille. Vous avez sous vos yeux la fonction achat, d'accord, telle qu'elle est construite. Vous avez d'un côté, vous avez 2 grands lobes, hein. On est toujours dans le cerveau, hein. C'est parce qu'on se croit très intelligent, hein, c'est pour ça. Mais vous avez le lobe de droite qui est le portefeuille achat. Vous allez avoir les achats indirects, directs, les catégories, les familles, les sous-familles, les articles. Donc, c'est une grosse masse finalement qui est difficile parfois, où il est difficile d'y voir clair. Vous avez de l'autre côté les enjeux organisationnels, qui est le deuxième lobe et le deuxième axe de travail d'un directeur achat, typiquement, les ressources humaines, les processus, la dimension RSE, vous voyez, qui est de plus en plus chargée, hein, les outils pour aller structurer l'efficience organisationnelle de son service achat. Et donc, en fait, on va se focaliser sur le lobe de droite. Et donc, pour ceux qui ont suivi les différents lives, vous savez exactement comment faire. Mais en gros, on va structurer
un tableau de bord. Donc là, vous avez une petite vision du tableau de bord. Je ne sais pas, je peux l'agrandir. Ouais. Bon, la définition, la qualité n'est pas très bonne de la vidéo sur YouTube. Par contre, vous pouvez aller la voir sur YouTube, elle y est. Je vous invite d'ailleurs à vous inscrire à la chaîne. Il y a pas mal de contenu sympa. Et donc là, vous avez une vision en temps réel de votre portefeuille. Donc avec, alors, j'essaie de revenir en arrière, avec donc là, ici, les catégories, les familles, les mois, etc. Et vous êtes capable en fait d'avoir une vision à 360 degrés de cette partie-là, quoi, tout simplement, d'avoir une vision très précise de votre portefeuille achat. Et ça va même plus loin, puisqu'en fait, aujourd'hui, ce tableau de bord vous permet d'identifier les priorités d'action de manière très précise en analysant un certain nombre de critères qu'on a vus dans les lives précédents. Mais en gros, vous allez pouvoir, à l'issue de ça, très rapidement, faire un diagnostic pour identifier quelles sont vos priorités d'action. Et donc, on va retrouver ici, par exemple, en famille 1, si vous êtes chez un transporteur, vous allez trouver en famille 1 eh ben, les achats de camions dans une entreprise de transport, avec une criticité très importante en interne. On est sur un achat stratégique parce qu'il est à la fois très lourd financièrement, les achats de camions, la consommation des camions, etc., est très risqué, peut-être parce qu'on n'a qu'un seul fournisseur, parce qu'il y a des gros enjeux sociaux, etc. Et donc là, en interne, et on va avoir un vrai enjeu stratégique, donc à la fois lourd financièrement et risqué, donc un gros enjeu stratégique et une grosse criticité pour l'entreprise de cette catégorie d'achat. Et de l'autre côté, au niveau des enjeux RSE, et ben finalement, on va se retrouver avec des forts enjeux RSE, puisqu'en fait, les camions, ça va être à eux seuls, vont représenter peut-être 60% de l'impact CO2 de l'entreprise de transport, peut-être même plus, 70% par exemple. Et sur 500 salariés, on a 250 chauffeurs. Donc là, on va avoir une vraie dimension d'impact RSE très forte et de criticité RSE. Et donc, on va très vite voir remonter cette catégorie-là, cette famille-là plutôt, comme étant stratégique. De l'autre côté, on va retrouver des achats qui sont plutôt à dimension sociale et assez légers, puisque faible chiffre d'affaires achat, faible risque. Et donc, on va retrouver comme ça une vision. Et évidemment, vous l'avez compris, hein, on va essayer de travailler sur les enjeux prioritaires d'action. C'est vraiment pour répondre à notre politique, on va définir une stratégie qui va cibler le cœur de métier pour y amener des résultats. Alors, ce qu'on peut ajouter, c'est que c'est important de faire ce type d'outil-là, parce que vous le voyez maintenant, avec l'évolution de la fonction, ça devient très complexe. Avant, quand on était sur un simple Kragic, on pouvait se permettre de le faire un peu de tête. En fait, le Kragic nous amenait à avoir les bons réflexes d'action en fonction des différentes catégories de nos achats. Là, on se rend compte que maintenant, les achats ont l'obligation de coupler le Kragic avec effectivement la mesure de l'impact social et RSE. Et en fait, c'est ce que nous avons réalisé et on se rend compte que ça devient technique et on ne peut plus le faire de tête. Hein. C'est souvent ce que l'on voit aux achats dans les entreprises, notamment dans les PME. Les gens nous disent oui, je sais ce que je dois faire, je connais mes familles. Oui, mais là, attention, on commence à mettre les trois grands enjeux, hein, donc économique, social et environnemental, sur le papier. Et ça commence à devenir technique et complexe. Donc, on vous invite vraiment à venir vous renseigner sur comment vous pouvez mettre en place ce type de matrice en fait aux achats et pas juste de vous dire bon, ok, je sais, je vais le faire. J'ai pas besoin de passer par une matrice d'évaluation. Ouais. Et ça, on voit encore beaucoup des personnes qui nous disent oui, non, là, c'est bon. Moi, ce qui est important, de toute façon, c'est que je réussisse mes prochaines négociations. Ok, vous êtes dans le jour, mais vous n'êtes pas effectivement dans cette vision long terme et le développement des achats dans l'entreprise. Ce qui est important là-dedans, c'est que l'objectif de cette matrice est avant tout de vous permettre d'identifier rationnellement, donc il y a un certain nombre de critères, de risques RSE, sociaux, environnementaux, de risques pour l'activité, sur la supply chain, etc., de dimension de poids sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, de poids sur la marge, la rentabilité de l'entreprise, qui va vous permettre d'identifier très vite là où il y a du potentiel. Parce qu'il faut savoir que là où il y a du risque, des gros enjeux économiques et des gros enjeux RSE, il y a du potentiel d'amélioration. Donc, c'est extrêmement important. Si on devait résumer, parce que ça, c'est une question que j'ai très souvent de la part des acheteurs, donc vous aurez ça en détail sur la présentation. Mais en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a 4 grandes catégories d'achats. Si on reprend un peu le fonctionnement de Kragic, on va avoir les catégories qu'on appelle management de la RSE, où en fait, on va avoir finalement peu d'impact en interne, une faible criticité en interne, des gros enjeux RSE. C'est typiquement des achats que vous allez faire, je sais pas, dans des pays low-cost country, et derrière, en fait, c'est des faibles volumes. Mais s'il y avait
un scandale RSE ou des risques, etc., vous seriez vraiment en criticité RSE forte. Donc, votre but, ça va être vraiment d'aller chercher de la compliance, hein, d'aller répondre à ces critères RSE pour éviter d'être contraire aux valeurs et à la politique de l'entreprise. De l'autre côté, on va avoir des achats qui sont à la fois à faible criticité interne et à faible criticité RSE. Donc là, on est typiquement sur des achats de frais généraux, des achats indirects, où en fait, on peut ni largement améliorer l'impact sur la performance économique, le risque, parce qu'il y en a déjà très peu, et finalement, très peu améliorer les impacts RSE, parce qu'il y en a très peu déjà. Donc, ce n'est pas exactement les mêmes pratiques. Par exemple, vous pouvez aussi retrouver ici, là j'ai mis pour exemple, hein, prestations intellectuelles. Vous faites appel à des experts qui sont payés 500 € la journée et vous en achetez pour, ça représente 3% de votre budget achat. Vous avez deux prestataires qui vous fournissent ça. Ils sont principalement, c'est des personnes qui vivent dans la région. Vous avez très peu de risques finalement et c'est pas là où vous allez générer le plus. Par contre, si on prend la catégorie camion qu'on a vu tout à l'heure, là, on va être vraiment au top niveau en termes de potentiel puisqu'on va avoir à la fois des gros enjeux internes. On est sur une catégorie stratégique avec des enjeux RSE très élevés. Et donc là, par contre, on a un gros potentiel d'amélioration et on est dans ce qu'on appelle du management de la triple performance. Et donc, c'est sur ces catégories-là où il faut agir pour vraiment générer des résultats dans l'entreprise en priorité. Et c'est sur ces catégories-là que vous allez pouvoir activer justement tous ces leviers transversaux qui sont finalement ce qu'on appelle les achats RSE ou la triple performance. Si vous êtes par contre là et vous n'avez que des enjeux internes très forts et un faible impact RSE, d'accord, là, vous allez être plutôt dans un management économique. D'accord? Donc là, on va se limiter à une vision de TCO où on va aller chercher avec des leviers commerciaux, des petits leviers techniques de type amélioration de la productivité, des choses comme ça, à générer de la performance économique. Mais comme il y a peu d'impact RSE, l'objectif ne va pas être RSE. L'objectif va être plutôt économique. Et ça vous permet de comprendre en fait que, d'une part, si vous voulez être un acteur de la triple performance, vous avez intérêt à travailler sur des portefeuilles qui sont dans cette catégorie-là, parce que, et ça c'est le problème que je vois partout, aujourd'hui j'ai des acheteurs qui viennent, qui sont dans des sujets, donc leur portefeuille achat, il a un faible enjeu sur la performance économique de l'entreprise et un faible enjeu RSE, et ils veulent faire de la RSE. C'est cool, mais à un moment donné, on ne va pas transformer, je sais pas moi, une citrouille en potimarron, quoi. Super exemple, merci. Mais on va pas, enfin, je veux dire, une catégorie qui a de base un faible impact sur la performance économique et un faible impact RSE, on ne va pas transformer ça en super résultat RSE, puisque de base, il y en a très peu. Et c'est là où l'acheteur qui souhaite être un acheteur à impact, le directeur achat qui souhaite être un directeur achat à impact, doit choisir ses combats et doit aller dans des secteurs d'activité qui sont polluants, sur lesquels il y a des gros enjeux, les achats sont proches du cœur de métier, d'accord, et travailler sur ces familles-là. C'est extrêmement important de l'avoir en tête, d'accord, parce que là, sinon, on va finalement travailler, hein, on va tuer les moustiques hein, au lieu d'assécher le marais. Voilà, l'image est mieux. Est-ce que ça vous parle, ça? Dites-nous en commentaire ces sujets-là. Oui, Corinne, vous aurez accès à ça. Hein. Possession. Ok, super. Ça t'inspire quoi, ça, Sébastien? Aujourd'hui, ce que ça m'inspire, c'est que beaucoup d'acheteurs travaillent uniquement sur le TCO, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà un niveau de maîtrise, on va dire, intermédiaire. Voilà, maintenant, il est temps de passer effectivement à la prise en compte des enjeux et vraiment impact RSE, parce que comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, c'est vraiment un des leviers effectivement des fois d'économie, hein, de développement d'avantages économiques d'une entreprise. Donc voilà. Après, je serais un peu plus nuancé que Guillaume hein, sur effectivement les acheteurs à qui on ne confie pas effectivement un portefeuille achat à impact. On peut de toute façon trouver des leviers RSE sur l'ensemble des familles achats. Hein, Oui. ça c'est clair. Surtout si on travaille bien notre raison d'être et qu'on prend les bons virages d'innovation, là on peut les trouver. Par exemple, quelqu'un qui va gérer juste une flotte auto, bien effectivement, en activant plein de leviers comme l'éco-conduite, le suivi des données de conduite des chauffeurs, enfin des conducteurs, si c'est une flotte de véhicules d'entreprise, bien déjà on va pouvoir améliorer les choses parce qu'on va pouvoir pousser l'ensemble de nos collaborateurs à l'éco-conduite. Donc, Oui. c'est un levier RSE qui va avoir un impact économique parce que, obligatoirement, on va avoir moins d'accidents, moins de casses sur les véhicules, une meilleure reprise des véhicules parce qu'ils seront évidemment moins abîmés et évidemment,
une économie même substantielle sur les carburants. C'est ça. Et un autre point, évidemment, là, tu es sur des leviers techniques, enfin, un levier technique plutôt orienté social, avec une baisse d'impact environnemental liée à l'éco-conduite et des meilleures conditions, enfin, une réduction des accidents, du risque, sécurité routière, etc. Mais par exemple, dans des autres leviers qui pourraient être activés sur une flotte automobile, alors là, c'est évident parce qu'on est dans une période de rupture hein, sur le monde de l'automobile. Évidemment, passer à des énergies alternatives, revoir les modèles de financement des véhicules, etc., etc. On passe à la suite, Sébastien. Donc, une fois que vous avez défini les différents sujets, alors je suis d'accord avec toi, Sébastien, hein, mais c'est quand même important. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle vague d'acheteurs, de choisir vraiment ses combats, parce que derrière, c'est des grandes frustrations. Mais tu as raison, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Typiquement, l'exemple de la flotte automobile est pas mal, sauf dans les entreprises où la flotte automobile est immense, évidemment, où là, il y a des vrais enjeux. Mais effectivement, on peut trouver toujours des leviers sociaux, environnementaux, techniques aux achats. C'est juste que les résultats vont être moins importants, vous allez avoir moins d'impact, vous allez progresser moins vite dans votre carrière. Il faut juste l'avoir en tête de bien choisir son entreprise, bien choisir le niveau de maturité de l'entreprise, les portefeuilles sur lesquels on travaille. On transforme donc ça tout simplement en plan d'action. Donc, on ne revient pas dessus, on l'a déjà vu dans les précédents lives. Ensuite, on va attribuer les projets à des catégories managers. D'accord? Donc, on a défini notre stratégie. On va déployer notre stratégie. Et donc là, on rentre dans l'action. Donc, j'ai pris cet exemple-là. Et désolé, c'est en anglais. Je n'avais pas la version française sous la main. Mais en gros, imaginons, là, on revient sur le plan d'action. La première ligne, c'était les camions. D'accord? On va déployer le plan d'action sur un projet, l'entonnoir gestion de projet. On va déployer ce processus-là sur une durée de 9 à 18 mois. C'est un vrai projet hein, que je vous présente là, hein, qu'on a mené avec Sébastien, justement. Et ben, on va passer à l'issue de ce process-là, hein, on va réussir à générer une baisse de coût de 12%. On va baisser, donc on va gagner 1,2 million. CO2, on va le baisser de 20%, d'accord, 1400 tonnes de CO2, 80% de réduction d'accidentologie, 60% d'amélioration du taux de service, des impacts sur l'innovation et la RSE qui amènent beaucoup de valeur ajoutée aux clients. Typiquement, les clients de cette entreprise, c'était Carrefour, Auchan, Intermarché. Et ben, en fait, le transporteur a communiqué vis-à-vis de ses clients dans ses réponses aux appels d'offres sur les démarches qu'il mettait en place. On a largement amélioré l'éco-conduite. Donc là, il y a une dimension assez sympa avec des challenges éco-conduite entre les chauffeurs, vachement sympa. Et surtout, on a amélioré aussi la qualité de vie au travail, en plus de la sécurité, évidemment, par la réduction des accidents, avec des sièges ergonomiques, de l'Apple CarPlay, où on a pris soin hein, des parties prenantes, tout simplement. Là, vous avez une vision un peu plus graphique. Hein. Donc, situation avant, 2 millions d'euros, par exemple, de budget, 3000 litres de carburant, des enjeux sociaux super importants. Et la situation après, donc là, on va être sur 1,3 million d'euros de budget, donc 700 000 euros d'économie, 2400 litres de carburant, donc ça fait 1600 tonnes de CO2 économisées, des enjeux sociaux, donc on baisse de l'accidentologie. Là, vous avez les résultats en bas, tout simplement. C'est typiquement une slide que les acheteurs pourraient utiliser aujourd'hui pour valoriser leur projet. Ah oui, oui. C'est bien de faire des projets, c'est bien de les valoriser aussi et de donner les éléments nécessaires, typiquement à des services dont le rôle c'est de communiquer autour de l'entreprise, comme effectivement le service marketing. Donc pouvoir pousser effectivement nos résultats, c'est aussi extrêmement important. Et en fait, c'est ce qui vient fermer la boucle effectivement de notre process achat. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit quasiment jamais hein, sur le process achat standard qu'on retrouve dans les livres. On n'a jamais ce dernier étage qui va être de communiquer sur nos résultats. C'est dommage. Ouais, c'est très dommage. Alors, on ne rentrera pas, évidemment, c'est ce qu'on fait dans nos formations, on rentre vraiment dans le détail de tout ça. Là, l'idée, c'est de vous apporter un maximum de clés autour de ce live. Voilà, vous avez toutes les étapes dans la présentation. Donc déjà, quand même, on vous guide pas mal. Il faut savoir que nous, quand on a démarré, on n'avait pas tout ça. Hein. Voilà, mais là, effectivement, Sébastien, typiquement, le Nous en sommes ici, c'est un extrait direct d'une présentation d'un dossier qu'on a fait l'année dernière. En fait, quand on présente l'évolution du projet à nos clients, eh ben, on dit, voilà, on en est là. Donc là, on est dans la construction de l'appel d'offres, on a identifié les leviers, etc. Ça permet vraiment de suivre l'avancement des projets et ça permet aussi de commencer à créer ce langage commun en interne. Il faut savoir qu'en interne, ils vont voir quasiment que ça. Il n'y a que la direction qui va voir la partie stratégique, en général. Les parties prenantes, vous allez les faire interagir dans le cadre de projets, tout simplement.
Si on reprend la vision sur la matrice, ce qu'il faut savoir, c'est que la matrice qu'on a vue en stratégie, on va l'utiliser aussi dans les projets. Donc là, en résumé, hein, la situation initiale, on était à 92% de criticité interne, 91% de criticité RSE, d'accord? Et on va réduire cette criticité. Comment on va faire? Tout simplement, on va passer d'une situation initiale, d'accord, avec différents indices, 10 millions d'euros de CA, 7 000 tonnes de CO2, 40 accidents, 50% des employés qui sont des conducteurs, un impact direct sur le cœur d'activité, un taux de service de 87%. On va aller activer des leviers, d'accord, qu'on va regarder. On vous a mis les extraits avec les 46 leviers qui ont été activés sur ce projet quand même. Et donc, on a mené un projet transversal avec toutes les parties prenantes. Typiquement, le levier cahier des charges, donc le levier commercial, de réduire le poids de la famille camion en abaissant les coûts et en réduisant les risques. Donc, typiquement, quand on fait un appel d'offres, on va essayer de baisser les coûts. On va essayer de réduire les risques en sélectionnant, par exemple, 2 fournisseurs. Et par exemple, l'éco-conduite ou l'éco-conduite, le paramétrage des véhicules, en mettant en place des véhicules qui consomment moins, va aller réduire les impacts RSE. La baisse de l'accidentologie va aller réduire aussi les impacts RSE. D'accord? Et c'est comme ça qu'on repositionne, d'accord, une situation initiale en situation finale avec tout simplement 12% de gains, donc 1,2 million d'euros de gains, 20% de réduction des impacts CO2, 80% de taux d'accident en moins, etc. Tout simplement. Donc le rôle de l'acheteur, finalement, c'est de réduire la criticité interne, donc améliorer la performance économique, réduire le risque, d'accord, et réduire les impacts socio-environnementaux. C'est ça son métier dans le cadre des projets. Et donc cette matrice qu'on a vue au début, vous l'utilisez également dans les projets. Juste pour l'anecdote, il y a maintenant à peu près 10 ans, j'ai dû présenter 4 ans de travail en 7 minutes dans le cadre du trophée CNA, je ne sais pas si certains connaissent, que j'avais gagné à l'époque. Et j'ai pu résumer des projets en seulement 3 slides, complètement en fait. Vous présentez la situation initiale, bon, on n'est pas dans le cours là, mais vous présentez la situation initiale, vous expliquez l'activation des leviers et vous positionnez la situation finale. Ça vous permet de présenter des projets en interne de manière extrêmement efficace et courte, ce qui permet d'avoir toute l'attention de votre direction. On vous a mis quelques exemples de leviers, hein. Il y en a eu 46 sur ce projet-là. Donc, vous voyez ici les leviers qui ont été activés. Il y en a énormément, hein. On en a parlé suffisamment. Et vous voyez, ça, c'est un outil typiquement que vous allez pouvoir utiliser dans le cadre de vos projets achats. Voilà. C'est un outil qui va permettre d'agir en transversalité, de savoir qui fait quoi dans le projet, le responsable de part qui va agir sur la révision du type de camion, on va baisser les puissances, on va optimiser différents éléments aérodynamiques, stop and start, etc. Le responsable, le chauffeur, il va nous aider à mettre en place la politique d'éco-conduite. Le marketing va pouvoir communiquer sur ces pratiques-là. La RSE va pouvoir répondre à certains indicateurs dans le cadre des réglementations, etc. Le service juridique va aller faire des demandes de certificats d'économie d'énergie pour aller récupérer 3 000 euros par camion. C'est tous ces éléments-là qui vont être agglomérés pour finalement structurer l'appel d'offres. Donc là, on va définir le besoin. Par exemple, on passe de camion de 450 chevaux à camion de 410. On redéfinit le besoin. Tous les leviers redéfinissent le besoin. Donc là, on reformalise les appels d'offres. Donc là, c'est un extrait de notre formation pour structurer des appels d'offres digitalisés, hein. Il y a des modèles, des templates. Ça permet de faire des appels d'offres vraiment bien faits. Quand on parle de plusieurs millions d'euros, ça vaut quand même le coup de marketer un peu le truc et de faire des produits de qualité qu'on va remettre en interne, mais aussi en externe auprès du marché fournisseur. Là, vous avez le lancement de l'appel d'offres. Et là, on rentre vraiment dans le schéma classique de l'appel d'offres, où on va avoir des réponses qui répondent, des fournisseurs qui répondent au nouveau cahier des charges, aux leviers qu'on a activés, donc des camions moins puissants, avec toutes les options de baisse de consommation, une offre pour l'éco-conduite, etc. Là, vous avez 2 phases de négociation, c'est assez intéressant, on voit les différents critères, etc. Vous modélisez vos résultats, et donc là, on voit les gains qui sont réalisés économiques notamment, on voit la position multicritère des différents constructeurs, d'accord? Et derrière, tout simplement, on va mettre en œuvre et mesurer les résultats. Et là, vous avez un exemple de présentation de résultats complet. On voit la situation avant-après. Ça, c'est un vrai document qui a été, évidemment, on a modifié légèrement les données pour des raisons de confidentialité. On n'a pas mis le nom du client. Mais là, vous êtes sur quelque chose qu'on a vraiment présenté en interne et qui est utilisé dans la communication de ce client en interne, mais également en externe pour expliquer l'avant-après, les résultats du projet avec les différents éléments de baisse d'impact CO2. Voilà. Pour la mesure de l'impact CO2, c'est un sujet qui revient souvent.
Vous avez différents référentiels qui vous permettent de mesurer précisément l'impact CO2. En l'occurrence, dans ce projet-là, on était sur objectif CO2 de l'ADEME, qui nous a permis de mesurer l'avant, l'impact avant en impact CO2 et l'impact après, qui remonte dans les tableaux de bord qu'on a vus tout à l'heure. Et là, je vous ai mis quelques exemples. Voilà, industrie aéronautique, donc des projets là, de transport de marchandises, là, des projets sur les emballages, qui sont tous des vrais projets, pour que vous puissiez y voir un peu plus clair. Il est 11h05, j'ai un peu accéléré à la fin, je m'en excuse. Est-ce que c'était clair? Est-ce que vous voyez maintenant comment finalement conjuguer finalement politique, stratégie et action vers des résultats mesurables? Est-ce que c'est plus clair pour vous, les étapes pour y arriver? Ça doit être déjà un peu plus clair. Juste pour compléter, parce que là, tu étais vite passé sur la dernière slide, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'étudiants parmi les personnes qui participaient au live. C'est vrai que si on revient sur la slide juste d'avant, c'est un peu un idéal si vous êtes en mesure de réaliser ce type de slide-là pour vos projets, parce que on a, en fait, les 3 dernières années, réalisé les jurys, on était dans les jurys de licence, Master 1, Master 2 de l'Université de Toulouse. Et effectivement, on aurait adoré voir les étudiants qui terminaient par une slide qui présentait leur projet avant, après. Donc, pour tous les étudiants là, qui nous suivent, je vous invite vraiment à demander la présentation et effectivement à utiliser ce modèle de dernière slide pour créer un petit peu votre conclusion de mémoire Master 2, parce que effectivement, c'est extrêmement parlant et je vous invite à finir là-dessus et pas sur une planche. Merci pour votre écoute. Ça sert à rien. Il vaut mieux terminer là-dessus pour pouvoir envoyer les questions. Et voilà, c'est juste un petit conseil que l'on peut donner, parce que vraiment, cette façon de présenter les choses, et puis quand vous êtes en entreprise, d'être en capacité de pouvoir présenter ça à votre hiérarchie et à vos collègues, c'est très parlant et ça se fait sur une seule slide. Vous voyez, il n'y a pas besoin de revenir de A à Z sur tout ce qui a été fait, mais une seule slide peut suffire pour documenter le résultat de votre projet. Donc, pensez à m'envoyer un email, d'accord, sur hello@swot.fr. Je me connecterai sur la boîte et j'irai vous répondre. Je pense en début d'après-midi, j'enverrai ça à tout le monde. Pour conclure, ceux qui veulent rester avec nous, en gros, j'imagine que vous mesurez l'opportunité pour votre carrière. Si vous faites partie des premiers acheteurs qui maîtrisent ce langage commun et qui va élever la fonction achat à un niveau de manager de la triple performance, en clair, les impacts en termes d'employabilité sont énormes, puisqu'en fait, aujourd'hui, dans les offres d'emploi achat, la dimension RSE et data management est extrêmement dominante. Quand vous allez passer des entretiens d'embauche, en fait, vous allez avoir un discours très clair parce que vous maîtrisez ce langage commun. Langage, c'est parler. Donc, si on vous confie tel portefeuille, vous allez faire quoi? Si je vous donne la direction des achats du groupe, comment vous allez procéder? C'est simple. Je vais commencer par faire un diagnostic, un tableau de bord. Regardez, c'est ça que je fais comme tableau de bord. Vous savez faire des tableaux de bord comme ça? Je vous embauche. Voilà. Et à un moment donné, vous allez avoir un discours très fluide. Vous allez être très à l'aise dans votre métier. Vous allez maîtriser des skills très, très important. Tableau de bord, ça parle à tout le monde. Vous allez savoir intégrer la RSE, etc. Et si on résume, notre mission aujourd'hui à SWOT, c'est de vous aider à trouver votre équilibre professionnel durable, ce qu'on appelle l'ikigai, c'est un concept japonais. Très clairement, aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de personnes qui savent conjuguer performance économique et impact RSE, justement pour éviter d'avoir à faire des choix. Beaucoup pensent que faire de la RSE, c'est faire des choix et choisir la dimension RSE et payer plus cher. Ce n'est pas le cas. C'est une absence de compétences qui génère ça. En fait, faire de la RSE, c'est le meilleur moyen d'améliorer la performance économique. D'accord? Donc là, c'est un sujet très important. Les entreprises, elles ont besoin, les organisations publiques aussi, elles ont besoin de personnes qui sont capables de les accompagner là-dedans. Nous, on va vous rendre doués pour le faire. D'accord? Et donc, naturellement, si vous rencontrez les besoins des entreprises, vous allez être payé pour faire ça. Vous allez avoir de la reconnaissance. Rappelez-vous les ennemis qui ont été énoncés au début. Vous allez avoir de la reconnaissance pour ce que vous faites. Vous allez réussir votre mission parce que vous allez bien maîtriser votre profession. D'accord? Et donc, naturellement, à un moment donné, quand on fait ça, on s'épanouit professionnellement. Et ce qui est intéressant dans la démarche qu'on vous propose, c'est que l'ajout de la dimension RSE vient donner du sens vraiment à ce qu'on fait. On a aujourd'hui, au niveau de l'humanité, on a un rôle à jouer très important dans la réduction de nos impacts sur l'environnement, la société, la biodiversité, j'insiste,
parce qu'en fait, en général, quand on parle de RSE, on a l'impression qu'on veut juste sauver nos fesses. On parle aussi de biodiversité, de préserver la biodiversité. Et ben, naturellement, vous allez commencer à aimer ce que vous faites. Parce que si on reprend le fonctionnement du cerveau, vous pouvez l'appliquer à vous-même. Vous allez avoir un why, pourquoi vous faites ça, d'accord? Et vous allez savoir comment le faire et vous allez avoir des résultats mesurables. Donc, vous allez aimer ce que vous faites à long terme. Passion, profession, vocation, mission, vous allez progressivement trouver votre équilibre professionnel durable en ayant un métier à impact dans lequel vous êtes reconnu, dans lequel vous êtes extrêmement bien payé, d'accord? Et vous allez avoir une carrière vraiment brillante aux achats. Il faut savoir, c'est qu'on a une chance aujourd'hui, c'est que les achats, c'est 40 à 80% de l'impact sur le chiffre d'affaires et de l'impact RSE. Et aujourd'hui, on est à ce tournant-là en se disant, ah, la fonction achat, personne ne comprenait ce que c'était réellement. Et là, on arrive sur un carrefour où on se retrouve en première ligne pour répondre aux enjeux de demain. Donc, parmi la bagnole électrique, parmi les fameuses énergies renouvelables, tous ces sujets-là qui vont nous permettre voilà, de changer le monde et de répondre à ces enjeux de demain, ben, il est possible que la fonction achat ait un rôle à jouer assez important, puisque comme on représente 40 à 80% des impacts de ce qui pollue le plus dans le monde, à savoir l'industrie, d'accord, et ben, cette approche-là vous permet d'avoir un impact très significatif dans les entreprises. D'une manière générale, on est de l'ordre de 20% d'impact CO2 à horizon 5 à 6 ans sur une entreprise. Et en termes de gains, on est aux alentours, alors ça dépend du niveau de maturité initiale, mais aux alentours de 15 à 25% d'amélioration des budgets. Donc, c'est extrêmement important. Voilà. Sébastien, tu veux en rajouter? Non, c'est bon. Bon, c'est aujourd'hui. Hein. Ah oui, là, j'ai essayé de... C'est ta faute. Hein. Si on a dépassé, c'est ta faute. Ouais, bon, maintenant, tous ceux qui sont encore là, dites-nous au revoir si vous partez, hein, quand même. Hein. Dites-nous au revoir. Mais effectivement, c'est un vrai sujet sur lequel on croit fermement. Hein. Nous, c'est notre mission, c'est de vous permettre de faire ça. Et pour faire ça, on crée ce langage commun, on crée des formations pour y arriver, hein, évidemment, et pour vous permettre finalement de réussir une brillante carrière et de vous épanouir dans votre métier. Pour vous aider gratuitement, vous pouvez télécharger l'e-book qui fait quand même déjà une 50aine de pages, qui va vous donner vraiment toutes les étapes de la méthode que vous avez vue, d'accord? Et si vous souhaitez eh ben, acquérir cette expertise, être accompagné, donc qu'on accompagne votre entreprise, si vous souhaitez recruter des acheteurs qui maîtrisent ces compétences-là, on vous révèle la prochaine punchline de SWOT, mais Better Call SWOT, tout simplement. Contactez-nous et on vous accompagnera dans votre projet, qu'il soit individuel ou collectif, dans la formation, le recrutement et le conseil de votre entreprise, tout simplement. Je pense qu'on est pas mal. Je ne sais pas comment on a fait. Je sais pas comment on a fait pour tenir à peu près le timing. On a seulement un quart d'heure de retard. C'est très cool. Merci à tous. À très Merci. bientôt. Merci de votre participation. Merci de vos commentaires. Ça rend vivant effectivement cette présentation. Merci et puis à bientôt. Dans 2 semaines. On se voit dans 2 semaines. Le sujet dans 2 semaines, c'est performance économique. Là, on est 100% performance économique dans 2 semaines. On va aller générer du bon gros gain bien gras et ça va être intéressant. Vous allez voir qu'encore une fois, bah, la RSE, bon, je spoil un peu, mais encore une fois, la RSE va être votre meilleure solution pour générer des gains aux achats. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, c'est une opportunité de performance économique et en aucun cas, une contrainte, une menace pour la performance économique des entreprises. À très bientôt tout le monde. Merci à tous. On regardera tous les commentaires même après la connexion. C'est très sympa. À vous de participer. Merci. En commentaire après le live. Hein, pour ceux qui regardent en replay, n'osent pas commenter souvent, mais on y répond. On y répond. Ouais. On répond quand même en commentaire. Ciao tout le monde. J'attends vos emails pour ceux qui veulent recevoir la presse. Allez, super. Salut Seb. Salut Guillaume. À dans 15 jours ou dans 2 minutes pour la réunion qui suit. C'est ça. À plus.